Achille Mbembe, nous allons maintenant parler de l'animisme. Alors, on va essayer de clarifier deux points très simples. Premièrement, l'animisme tel qu'il est pratiqué chez les Dogons, par exemple. Vous allez essayer de le définir simplement. Les esprits qui sont dans les plantes, les animaux, etc., qui interpellent les humains. Mais chez vous, il y a un deuxième point, c'est l'animisme contemporain. Alors, on va faire premièrement et deuxièmement, sachant qu'il y a même une expression qui est incroyable, parler de la religion animiste du capitalisme. Ça, c'est le deuxième point. Alors, premier point, l'animisme ancestral, celui des peuples d'Amazonie ou d'Afrique, dans certains pays. Alors, je crois que le premier constat consiste à bien clarifier les termes. Le concept d'animisme est un produit de l'anthropologie de la deuxième moitié du XIXe siècle, début XXe siècle. Par animisme, à l'époque, les anthropologues, ou en tout cas les premiers ethnologues qui ont travaillé sur ces sociétés autres, entendent par animisme une sorte de religion propre aux enfants, faite de croyances infantiles. Une sorte de religion qui est ensuite abandonnée au fur et à mesure où l'humanité rentre dans l'âge adulte. C'est, nous disent-ils, ce qui se serait passé en Occident. Et la différence entre l'Occident et le reste, c'est que l'Occident serait sorti de cette religion infantile qui est fondée sur la croyance selon laquelle tout cause tout. Les pierres permettent de transformer je ne sais quoi, la nature, elle est vivante. La sortie de ce magma irrationnel et sans conscience, la sortie de ce magma est l'entrée dans l'âge de la raison. La raison qui sait évidemment distinguer ce qui est de ce qui n'est pas, la cause de l'effet, et ainsi de suite. Alors nous serions sortis de cet âge, mais les autres, non. Ils seraient restés dans cet âge de confusion des étangs. C'est ça la définition primordiale de l'animisme. L'adoration de forces inertes, au fond, qui, comme le suggère Hegel, dans sa raison dans l'histoire, dans le chapitre consacré en particulier à l'Afrique, conception qui ne peut déboucher que sur le chaos et la destruction. Alors, lorsque j'utilise le terme animisme, je ne me réfère pas à cette définition primordiale de ce phénomène. Je fais référence à ce que l'on pourrait appeler les métaphysiques africaines qui datent d'avant la colonisation et qui reposent sur, disons, une série de dualismes, en effet, qui ne sont pas les mêmes que les dualismes dans le lexique grec. Dualisme entre ce qui
est visible et ce qui n'est pas visible, qui est occulte. Reconnaissance, si vous voulez, d'une sorte de polythéisme fondamental qui ouvre la voie à la multiplicité des formes, des étangs et à une structure relationnelle qui lie les uns et les autres, au point où, par exemple, la distinction entre la nature et la culture, elle est peu valable dans ces sociétés. Deuxièmement, la reconnaissance du fait que la Terre n'est pas peuplée que des humains. La reconnaissance du fait que les humains ne sont pas les maîtres de la Terre, qu'au fond, pour durer, les humains ont besoin de leurs voisins. Ils ont besoin des énergies et des intelligences de l'esprit. Et des capacités, tout à fait. L'esprit de leurs voisins. Tout à fait. Du tigre. Le tigre, l'éléphant, oui. L'oiseau, la pierre, le fleuve, le poisson, le lézard, la tortue, l'araignée, le lièvre, ainsi de suite. Dans une espèce de cosmologie élargie qui fait place à ce que j'appellerais l'assemblée des vivants. Et donc voilà l'animisme Dogon. Mais ce pourrait être l'animisme Bambara, Congo. Les structures fondamentales sont exactement les mêmes. Alors, vous l'avez appris en direct avec votre grand-mère, mais vous l'avez appris aussi avec des ethnologues comme Marcel Griault, enfin lui est connu, mais aujourd'hui, j'imagine, Philippe Descola et bien d'autres. Alors ça, c'est le premier point. Mais expliquez-nous, c'est quoi cet animisme contemporain ? Alors, cet animisme contemporain naît du fait que nos existences sont saturées d'objets. Nous vivons constamment avec des objets. Nous produisons une multitude d'objets. En fait, nous ne pouvons pas vivre sans objets. Et évidemment, ces objets remplissent une multiplicité de fonctions qui, lorsqu'on les étudie de près, entretiennent un lien avec notre anatomie. C'est-à-dire que, fondamentalement, il y a un rapport dans l'histoire de l'humanité en technologie et anatomie. La production des objets et le gouvernement, ou en tout cas la langue des corps, des organes, l'organologie. Au point où aujourd'hui, l'humain est fondamentalement un vivant androïde qui porte de façon structurelle ces objets. Les objets sont devenus une dimension fondamentale de qui nous sommes. Et donc la grande coupure typique de la modernité entre, d'un côté, le monde des objets et de l'autre, le monde des humains, les grands récits d'émancipation qui reposaient sur le fait que les humains ne soient pas réduits au statut d'objet, tout cela est remis en cause justement par
la transformation du statut que les objets ont pris dans nos existences. Et le capitalisme en tant que religion vouée à la production des objets et pas nécessairement aux soins des objets, est à l'origine donc du développement ce n'est même pas une spiritualité, mais enfin de disposition spéculaire, nouménale, qui rapproche ce mode de production à une religion idolâtre. C'est une sorte d'immanence qui aspire à la transcendance et sans nécessairement y parvenir. C'est ça. C'est-à-dire que, oui, immanence au sens où on ne peut pas y échapper. C'est comme l'expérience naturelle, entre guillemets, enfin, pour traduire. D'accord. Oui, oui. Vous parlez de religion technologique, Saint-Simon parlait de religion industrielle. Bon, c'est un peu la suite, quoi. Hein. Là, c'est religion technologique. Mais, donc, on comprend. Donc, c'est une sorte de nouvel animisme qui nous est tombé dessus. Mais en même temps, vous dites, il faut réactiver l'animisme. Alors, lequel, j'imagine, pas l'animisme contemporain. J'ai bien compris. Non. Donc, quand vous dites réactiver l'animisme, c'est-à-dire c'est le premier. C'est le premier, c'est-à-dire celui-là qui, si nous le prenions au sérieux, nous obligerait à réimaginer un rapport avec le vivant dans sa généralité, un rapport, disons, positif avec nos milieux de vie et tous ceux qui les habitent, c'est-à-dire les humains, mais aussi les animaux, mais aussi les choses, mais aussi l'ensemble de la création. Donc un rapport de mutualité, parce que c'est cela dans la philosophie des Dogons, par exemple, un rapport de réciprocité qui suppose que tout n'est pas calculable, tout n'est pas appropriable, qu'il y a des choses qui sont incalculables, qui n'ont pas de prix, et qui devraient de ce fait bénéficier d'un statut, disons, d'immunité originaire. Immunité originaire, je vous comprends tout à fait. Vous avez prononcé le mot qui nous met sur la voie d'une compréhension plus large de cet animisme que vous essayez de réactiver. C'est évidemment le mot incalculable, c'est-à-dire échapper à la quantification, échapper à tout ce qui est de l'ordre du calcul et qui nous empêcherait justement de réactiver cet animisme au sens où il nous permet de trouver les modalités pour habiter autrement notre terre, mais il nous ouvre aussi, il faut aussi le dire, à une nouvelle cosmologie. C'est une nouvelle cosmologie, c'est-à-dire habiter notre terre, mais ne jamais, jamais, jamais oublier l'univers. Ne jamais oublier l'univers, parce que effectivement, notre terre fait partie d'un ensemble beaucoup plus vaste encore, qui est justement cet univers, ce cosmos, ces énergies qui ressortissent d'une cosmologie élargie, qui fait place à plus d'un. Et cette idée de faire place à, elle est absolument centrale dans ces religions animistes anciennes. Dans cette cosmologie élargie, l'objectif, si vous voulez, c'est pas nécessairement de capter les flux d'énergie qui sont disponibles, mais c'est de créer les conditions
d'une résonance entre les différents ensembles vivants. Une résonance qui permet la respiration générale et collective des étangs. Des étangs, c'est-à-dire de tous les êtres. Tous les êtres. Vivants ou pas. Tout à fait. De tous les êtres vivants ou pas, mais dont la présence est non seulement attestée, mais vécue par les uns et par les autres. Et qui, par leur présence, nous adressent une injonction, l'injonction, disons, exige de nous réponse. Une circulation entre les esprits, en quelque sorte. C'est cela que ça veut dire aussi l'animisme, entre tous les esprits entendus un, la pierre, le végétal, l'animal, l'homme, pour permettre justement cette circulation ou cette respiration que vous venez d'évoquer. Tout à fait. Circulation, redistribution des énergies et partage de ces énergies et disposition à réparer ce que l'on aura endommagé. Et dans ce devoir de réfection du monde, je crois que c'est là l'article premier de l'animisme.